peut-être vous qui en avez, les nouvelles astronomiques de ce mois-ci. J'ai repéré la découverte d'une galaxie, une galaxie la plus distante de l'univers, hein, à Z égale 10. Z, c'est un indicateur de distance qui mesure comment? J'ai de bons yeux, oui, qui mesure. C'est un indicateur de distance. Donc plus le chiffre est grand et plus la galaxie est lointaine. Donc Z égale 10, ça veut dire 500, combien 13, voilà. Bon, c'est-à-dire 200 millions d'années après le Big Bang, en fait. On peut le voir dans ce sens-là. C'est jeune, hein. Alors, la plupart d'entre nous n'y croyons pas encore, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est très difficile à détecter et à établir. Mais je voudrais juste faire une petite remarque sur la difficulté de l'opération. D'abord, je ne crois quand même pas que c'est 200 millions. Pour mon avis, c'est plutôt 500. Voilà, c'est plutôt 500 millions. Alors, vous allez me dire 500 millions, 300 millions. Mais vous voyez, on a observé des galaxies à Z égale 6, Z égale 8. Maintenant, ces Z égale 8 sont pratiquement établis. Pour ceux qui étaient à la conférence que j'ai donnée à la SAF, grâce à M. Martin, il y a la semaine dernière, il y a 15 jours, vous avez vu que Z égale 8, on les voit. On peut même faire des images. Et Z égale 8, ça correspond à peu près, compte tenu des incertitudes sur les modèles dont on dispose, ça correspond à peu près à 600 millions d'années. Bon. Alors, passer de Z égale 8 à Z égale 10 pour gagner 100 millions d'années, bon, ça paraît dérisoire. Et pourtant, ça requiert un déploiement d'une technologie, d'une imagination absolument incroyable, parce que c'est vraiment très difficile de passer déjà de Z égale 6 à Z égale 8, et encore plus de Z égale 8 et à Z égale 10. Donc, on est dans ce paradoxe. C'est-à-dire que c'est très beau, mais là, vraiment, on rentre dans la technoscience. C'est plus la technoscience qui est satisfaite par ces résultats que cela ne fait vraiment progresser notre compréhension. Les événements importants qui se situent après le Big Bang, vous les connaissez depuis que vous venez là. Il y a le Big Bang, ensuite il y a la fameuse période de recombinaison où on voit apparaître cette fameuse lueur fossile. Et puis il y a toute une période où il ne se passe pas grand-chose, on est dans le noir absolu, on appelle ça le Dark Age, et ça ressort à peu près 1 milliard d'années. Donc il se passe du temps quand même, entre 380 000 ans et 1 milliard d'années. Et là, c'est la période du Dark Age, et au bout d'1 milliard d'années, il sort quelque chose, puisque l'univers devient à nouveau ionisé, c'est ce qu'on appelle la période de rayonisation, et là on voit les objets. Et donc tout le jeu des astronomes aujourd'hui consiste à regarder cette petite partie-là. Donc on joue mais ce qui était important, c'est la rayonisation, et ça c'est à Z égale 6. Alors ça fait déjà longtemps qu'on a des galaxies à Z égale 6. Alors maintenant on obtient à Z égale 7, 8, 9, 10, mais ça n'ajoute pas grand-chose de plus qualitatif vis-à-vis des phénomènes qui nous intéressent, c'est-à-dire formation, etc. Ceci étant, bon, c'est passionnant, parce qu'on a un nombre très limité de ces galaxies dans cette période tumultueuse, obscure. Et alors, toujours grâce à Hubble. Je me souviens avoir entendu un journaliste qui m'avait appelé il y a 1 an ou 2. Je tairai son nom, en plus c'est un ami, il est très sympathique, mais il croyait vraiment que Hubble c'était fait pour faire de belles images. Il m'avait dit, bon, Hubble, ça a coûté très cher, ça c'est le truc qu'il aimait bien. L'idée que ça avait coûté très cher, et donc on s'était fourvoyé. Et puis pour faire quoi? Des photos. Alors je l'avais dissuadé rapidement, et il s'était vite rendu compte effectivement qu'il y avait vraiment des choses à dire et intéressantes sur ce télescope. D'autant plus qu'on a fêté le 20e anniversaire, comme je vous l'ai dit le mois dernier, du télescope de Hubble il y a déjà, enfin c'était au mois de novembre, et il est reparti pour continuer à nous étonner. Les instruments sont encore plus performants, enfin voilà. Voilà, ça c'était la petite chronique. Avant de vous inviter à un retour en arrière, hein, de notre point de vue qui est beaucoup plus grand, puisqu'on va tutoyer là, le premier scientifique, ou les prémices de la science, avec un Anaximandre de Millet. Mais avant, je vais essayer de vous présenter Carlo Rovelli, que j'ai le bonheur de rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Hein, je connaissais son nom, son travail, mais on ne s'était jamais rencontrés. Alors, si on s'est rencontrés, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il travaille à Marseille. Il m'a dit qu'il était italien, français, enfin 50% italien, 50% français, 50% américain.
Voilà, c'est un théoricien, hein, donc c'est peut-être pour ça. Alors c'est étonnant, donc il est né en Italie, il a fait des études, enfin, il s'est séjourné assez longtemps aux États-Unis et est en France depuis 10 ans, et d'après ce que j'ai compris, il s'y sent très bien. Et comme Copernic, il a fait ses études d'abord à Bologne, puis à Padoue, mais il s'est trompé de direction, il est arrivé à Marseille. Bon, ça fait rien, je te souhaite quand même une longue vie de théoricien, activité de théoricien. Et il travaille au Centre de physique théorique à Marseille, à Lumini, sur le campus de Lumini, le CPT, et il y dirige plus particulièrement un groupe de 15 chercheurs qui s'intéressent à son propre sujet, son sujet favori, qui est la gravité quantique. Alors, vous savez qu'il y a 4 forces qui nous aident à vivre, hein, la gravité, et puis d'autres forces, avant tout 4 forces de la nature sont bien identifiées. Il y a une théorie qui identifie très bien les 3 de ces forces, sauf la gravitation qui jouit à elle tout seule d'une théorie particulière, théorie de la gravitation élaborée par Einstein. Eh bien, on rêve d'arriver à voir un petit peu plus clair, de marier l'infiniment grand et l'infiniment petit, et c'est un peu le but de la gravité quantique. Mais Carlo Rovelli l'aborde d'un point de vue de théoricien, l'applique évidemment, donc fait évoluer cette théorie. C'est une théorie très très difficile, complexe, qui évidemment est à la pointe des recherches aujourd'hui. Appliquée à l'univers, ça permet d'essayer de comprendre ce qui se passe au tout début, là, juste avant et après le Big Bang, avant et après. Et voilà, donc nous avons devant nous aujourd'hui un géomètre, hein, puisque c'est le point de vue de géométrie quantique qui l'intéresse, et non pas le point de vue de la théorie des cordes, qui sont d'un point de vue différent. Donc il y a 2 écoles de théoriciens qui s'affrontent cordialement entre les atomistes d'un côté et les géomètres de l'autre. Voilà, j'en dirais tout. C'est tout ce que je dirais concernant l'activité de chercheur de Carlo Rovelli. En revanche, il ne va pas nous parler ce soir de gravitation quantique, tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre nous, bien, on a d'autres passions. On aime bien regarder aussi à côté, c'est très important de le faire. Il s'intéresse à la philosophie des sciences, il fait même délivre un cours d'histoire des sciences en licence à Lumini. Et son voyage aussi, son séjour aux États-Unis lui a permis à Pittsburgh de rencontrer des gens qui réfléchissent sur l'histoire de la science. Il a découvert, voilà, je ne sais plus très bien comment, Anaximandre. Merci pour cette découverte et merci donc pour nous en faire partager donc la vie et l'histoire ce soir. Et aussi, d'ailleurs, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, car ce qui m'a intéressé personnellement dans ce livre, c'est que non seulement on y parle d'Anaximandre, mais il y a aussi le point de vue de l'auteur sur les conséquences du fait qu'aujourd'hui nous avons une vision scientifique du monde. Et là c'est quelque chose que je dirais, il y a presque 2 livres en un, mais je crois que c'est ce qui lui donne son charme et son intérêt. Voilà, moi je vous laisse la parole. Merci. Donc, merci beaucoup, encore une fois, et merci à vous tous d'être ici, et nombreux. Je vais parler d'Anaximandre, oui, je vais parler d'histoire des sciences un peu. Je vais vous présenter un peu ce personnage que j'imagine vous ne connaissez pas. Moi, je ne le connaissais pas avant de le rencontrer. Mais cela sera un peu aussi l'occasion pour faire un discours un peu plus grand sur la science, sur la pensée scientifique, et quelques réflexions que je veux vous présenter, tirées du livre, sur qu'est-ce que c'est la pensée scientifique, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la science. Donc voilà, il y a deux thèmes. Donc, je vais parler la naissance de la pensée scientifique. Évidemment, le titre, je reviens en arrière sur le titre, le premier scientifique, un peu provocation. Il y a plusieurs gens dans l'histoire de la pensée qui peuvent se nommer le premier scientifique. La science a commencé de façon graduelle avec beaucoup d'aspects qui sont arrivés les unes après les autres dans les siècles. Donc il y a quelque chose qui est né avec Anaximandre, c'est de ça que je veux parler. Et la raison, c'est ça que je veux parler, parce que parler de ça, c'est aussi une façon de mettre en lumière des aspects particuliers de la recherche scientifique, de la pensée scientifique, que je pense ne sont pas souvent soulignés par
par ceux qui étudient qu'est-ce qu'est la science, par les philosophies de la science, et par ceux qui nous racontent, nous apprennent à l'école qu'est-ce que c'est la science. Donc il y a un peu ces deux côtés-là. Le personnage en particulier d'Anaximandre, qui a fait partir un peu tout ça, et donc je vais vous parler, c'est quelqu'un que, selon moi, a été méconnu dans la reconstruction de ce que s'est passé dans l'évolution de la pensée scientifique. Ce n'est pas une opinion seulement à moi, il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment qui parlent de lui et qui convergent dans cette remise en valeur de ce qu'il a fait. Une des raisons de cette méconnaissance est le fait que, comme on sait très bien, on vit dans un monde où la grande partie de la culture scientifique est bien séparée de la grande partie de la culture littéraire, philosophique, historique. Et donc, très souvent, encore, ça se passe que les historiennes comprennent très peu de sciences et les scientifiques ne s'intéressent pas d'histoire. Et donc, chaque fois qu'un scientifique regarde un morceau d'histoire, ça peut se passer qu'il voit des choses qui ne sont pas vues par ceux qui s'occupent de philosophie. La plupart des gens qui se sont pensés sur Anaximandre dans le passé, c'était des philosophes, des historiennes, des grécistes, avec très peu de savoir scientifique. Et donc, probablement, ils n'ont pas vu ce qu'aujourd'hui plusieurs personnes avec une formation plus scientifique peuvent voir en lui. Ça, c'est un peu pour cadrer les discours. Voilà, et dernière chose, pourquoi je m'intéresse à ça? C'est vrai, chacun de nous a des côtés d'intérêt différents, mais le lien entre mon activité en tant que scientifique, gravité quantique, et tout ça n'est pas si loin, étroite. Je pense qu'un scientifique doit toujours s'interroger sur ce qu'il est en train de faire, et c'est très utile. Même s'il dit des bêtises sur l'histoire des sciences, c'est très important de réfléchir à ce qu'on fait. Et je pense que si faire de la gravité quantique, c'est difficile, comprendre quelles sont les propriétés quantiques de l'espace-temps, c'est difficile, ça demande de faire des sauts de pensée, et on comprend un peu mieux peut-être qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire si on regarde quelles ont été les mêmes difficultés conceptuelles que l'humanité a trouvées dans le passé. Dans un certain sens, ce que moi et mes collègues ont fait aujourd'hui en physique théorique, c'est chercher de repenser le monde d'une certaine façon. Et là, ce que je vais vous dire, c'est comment Anaximandre, de la même façon que Copernic ou Einstein, ou Newton, nous ont appris ces gens-là à changer notre point de vue sur le monde. C'est un peu ça la synthèse de tout ce que je vais vous dire ensemble. Donc je commence par le point zéro, qui est le suivant. Si je vous demande quelle est la structure du monde autour de vous, la structure du monde la plus immédiate, la plus apparente, la plus simple, c'est là. Il y a la Terre en bas et le ciel en haut. La plupart des civilisations humaines qu'on connaît ont eu une image du monde, une image du cosmos, une image de l'univers qui est celle-là. En bas, il y a la Terre, en haut, il y a le ciel. C'est le cas de la Bible. Dans la Bible, on parle des piliers sur lesquels la Terre est appuyée. Donc, il y a un grand océan, il y a une voûte, un dôme, le soleil, les étoiles sont accrochés à cette dôme sous de nous. C'est le cas des Indiennes. Là aussi, alors là, ils n'ont pas la Terre plate, ils ont une espèce de conquille, je ne sais pas, qui est appuyé sur des éléphants, évidemment, sinon ça tombe, d'accord? Et les éléphants aussi, sinon ça tombe, ils doivent être appuyés sur une tortue. Et la tortue aussi, sinon ça tombe, elle doit être appuyée sur un serpent. Alors ça se complique parce que le serpent, il doit se tenir lui-même, c'est pas évident. Et les Incas, les Persiens, etc., en Amérique du Nord, ça c'est l'image des Tatars, dans le centre de l'Asie. Et là aussi, il y a une voûte céleste, là c'est plate, auquel les étoiles sont accrochées.
C'est très belle, moi je trouve très belle les images, il y en a plusieurs similaires à celle-ci. En Égypte, de l'ancienne Égypte. Ça c'est une image qu'on retrouve très fréquemment. Ça représente le ciel. Cette déesse Ra représente le ciel et la terre en bas, encore une fois, le ciel anneau qui couvre la terre. Là, il y en a une autre similaire. En tout cas, la structure est toujours la suivante. La terre en bas et le ciel anneau. Aujourd'hui, nous savons que la forme de la Terre est un peu plus compliquée. Ça, on la connaît bien parce que c'est une photo de la Terre prise par les astronautes quand ils étaient sur la Lune. C'est l'image réelle de la Terre vue par la Lune. C'est une image merveilleuse, je trouve. Et donc, on se rend compte que l'image Terre en bas et ciel anneau, c'est très limité, très particulière. Si vous voulez, c'est l'image d'un tout petit coin là sur la France. Mais si on regarde un peu plus à distance, la Terre, si le ciel est celui qui est sur notre tête, le ciel est tout autour de nous. Ce n'est pas seulement dans cette direction, il y a du ciel partout. Et la Terre flotte dans le rien. C'est comme un caillou qui flotte là sans tomber. Donc à un certain moment, l'humanité a compris que le monde, la structure du monde, ce n'est pas celle-là, mais c'est celle-là. Ce n'est pas ciel-terre, mais c'est terre-ciel. D'accord ? Il y a un moment précis où on a fait ce passage. Donc, comment ça s'est passé, quand c'est passé, et qui a compris cette chose? Qui a compris cette chose? Vous allez facilement le deviner, c'est l'héros de cette histoire qui est Anaximandre. Qui est ce type-là? Ça, c'est la seule image que le monde ancien nous a laissée de Anaximandre. Évidemment, on ne sait pas, ça c'est un peu plus tard de sa vie, on ne sait pas si c'est fidèle ou non, mais c'est la seule image que nous avons. Et je commence pour vous dire un peu quand, dans quel contexte, dans quel monde, qui étaient ces types. Donc on est au 7e siècle avant notre ère. 7e siècle, juste pour cadrer, c'est avant tout le monde pratiquement auquel vous pouvez penser, sauf Homère et Hésiode. C'est-à-dire c'est avant tous les penseurs grecs, certainement c'est 2 siècles avant 3 siècles avant le période d'Athènes, Platon, Aristote, Socrate, etc. Mais c'est aussi avant Parménide, c'est avant Pythagore. Pythagore, c'est la génération suivante. Donc, c'est peut-être avant tout le monde des auteurs grecs qu'on connaît, y compris les poètes, les auteurs. Donc, il vit à Milet. Milet, c'est une ville sur la côte de l'Anatolie, c'est la Turquie aujourd'hui, qui était une ville grecque. Les Grecs étaient déjà sortis de la Grèce, avaient commencé à coloniser la Méditerranée, la mer Noire. La ville où j'habite, Marseille, est fondée exactement dans ces années-là, c'est la période de la vie de Anaximandre, du 7e siècle. Et donc, ils étaient arrivés sur la côte de la Turquie déjà quelques siècles avant, ils avaient fondé cette ville, et Milet était probablement la ville la plus puissante, la plus importante dans cette période-là. Athènes n'était pas encore très, très importante, c'était un village qui était en train de grandir. C'est après, avec le bout de guerre avec la Perse, qu'Athènes prend toute son importance. C'était une ville 100 000 habitants, qui était beaucoup. La plus grande ville du monde à ce temps-là était Babylone, avec 200 000 habitants. Donc Milet, c'était déjà une ville considérable, c'était une ville riche, une ville qui vivait surtout de commerce. Ils avaient de l'agriculture, ils avaient de l'artisanat, c'était une ville très vivante, mais la source principale de sa richesse, c'était le commerce. La ville elle-même, elle avait des colonies partout en Asie mineure, elle avait des colonies ailleurs dans la Méditerranée, elle avait une colonie très importante en Égypte, à Naucratis, qui était un lien direct entre la Grèce et l'Égypte. Donc la Grèce était un contact direct avec l'Égypte déjà bien avant la période classique. Donc ça veut dire que les Grecs connaissaient la culture égyptienne très bien. Ça, c'est un peu le monde. Un peu plus large, il faut se rappeler bien que la Grèce était marginale par rapport aux grandes civilisations. On est en train de parler de 27 siècles
dans le passé, mais on n'est pas en train du tout de parler de début de la civilisation. D'accord ? Le grand royaume d'Égypte existait déjà depuis le XXe siècle. Donc c'est des millénaires qui existaient des grands royaumes, des grandes civilisations, des écritures et tout ça. Donc le grand centre de civilisation était l'Égypte et bien sûr la Mésopotamie, où il y avait Babylone. Et au 7e siècle, c'était déjà la grande puissance des Perses qui était en train de se répandre, qui vont bientôt conquérir pratiquement tout, jusqu'au moment des Perses qui sont des Indo-Européens comme les Grecs, donc sont similaires aux Grecs, qui vont bientôt se chercher de conquérir la Grèce sans y arriver, et à la fin vont être conquises, bien sûr, par Alexandre 3 siècles plus tard. Voilà, ça c'est le monde. Et qu'est-ce que c'était le savoir de ce monde ? On connaît très bien quelle est l'atmosphère culturelle, ce que ces gens pensaient, parce que, comme vous savez, je ne sais pas combien de vous étaient ici à la dernière conférence sur ce que nous savons de l'astronomie ancienne. On a des centaines de milliers, enfin presque des millions de tablettes qui viennent de la Mésopotamie, dans lesquelles écrit plein de choses sur leur vie, sur leurs pensées, sur leurs mathématiques, sur leur astronomie. Donc on a une idée très claire de quelle était. C'est récente. Il y a 20 ans, on ne l'avait pas parce que ce n'était pas encore déchiffré, l'écriture cunéiforme. Donc on sait ce que ces gens-là pensaient. Il y a des textes qui sont énormément plus anciens, d'accord, on parle du 7e siècle, mais les textes plus anciens sont là du 18e siècle. Donc les gens écrivaient des plus lourds. Il y avait des lois bien plus anciennes, à Paris, au Louvre, où il y a le code d'Hammurabi, qu'on peut le voir. L'Iliade a été écrite quelques siècles plus avant. Et j'insiste sur ça parce que c'est pas que quand Anaximandre propose ses idées, nous, on ne sait pas comment les gens voyaient le monde avant. On connaît très bien comment les gens voyaient le monde avant et je vais y revenir. Ça, c'est le monde grec. Par contre, donc les Grecs sont en train de se répandre. C'est le rouge, le bleu, c'est les Phéniciens qui aussi avaient des colonies partout. Quelques images de Milet. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui à Milet, en français je l'ai vu écrit avec 2 L avec une L. Je ne sais jamais laquelle est bon. J'ai vu dans la diversion. Aujourd'hui, il n'y a pas de ville, il y a le théâtre, il y a des restes, mais ce sont tous plus récents que le 7e siècle de Anaximandre. Si vous allez à Berlin, il y a la célèbre porte du marché de Milet, que celle-là est déjà d'époque romaine, donc plusieurs siècles plus tard. Pour avoir une image de l'imaginaire du 7e siècle, je trouvais, si vous allez à Athènes, vous voyez beaucoup de ces statues. Celle-là, par exemple, c'est exactement du période de la vie d'Anaximandre. Vous voyez, c'est pas encore Phidia ou Praxitèle, c'est pas encore la grande sculpture grecque merveilleuse, mais c'est déjà le naturalisme, l'attention sur la figure humaine. C'est déjà, on voit déjà l'art typique grec qui commence. Juste un texte pour donner le sens de comment le monde était perçu jusque-là, parce que ça va être crucial pour la suite. Par exemple, on a plein de textes, si je peux dire, d'astronomie babylonienne. D'accord ? Attention, parce que l'astronomie babylonienne, la période des tablettes, c'est énorme, c'est 2000 ans. Donc, du début à la fin, ça se passe tout le contraire de tout. Avant le 7e siècle, tout ce qui est astronomie babylonienne sont des observations sur les astres. On a des tablettes avec la position de Vénus dans le ciel exact qui remontent à 1000 ans avant Anaximandre, et des commentaires sur la position des astres. Quels sont ces commentaires ? Les commentaires sont Vénus apparaît dans le ciel à Orion, et donc il y a eu des pluies, et donc le fils du roi est tombé malade. Ça, c'est le cadre général. Vénus est disparue, et donc la déesse nous a envoyé de la pluie.
les observations sont toujours mises en relation aux faits humains et sont toujours mises en relation au Dieu. La divinité a une présence énorme dans tous les textes que nous avons de l'Antiquité. Si vous lisez l'Iliade, par exemple, c'est une guerre où se passe plein de choses. Chaque chose qui se passe, il y a un Dieu qui arrive et qui aide l'un à gagner, l'autre à perdre, etc. Chaque fois que quelqu'un a un problème, il parle avec son Dieu, comme ça. Donc c'est une vision du monde qui a émergé dans la pensée religieuse, mythique, la présence de la divinité, et dans laquelle la structure générale du monde, ça c'est Hésiode. Hésiode, c'est l'autre auteur grec avec Homère qui est avant Anaximandre. Ça c'est le début de son texte, le texte, la Théogonie, où il décrit comment le monde est né. Et comment le monde est né? Le monde est né comme ça. Au commencement, il exista le chaos, puis la Terre à la large poitrine. La Terre enfanta d'abord Uranus, couronné d'étoiles, le rendit son égal, la grandeur, etc., etc. Bientôt, sans goûter le charme du plaisir, la Terre engendra Pontus, etc., etc., etc. C'est l'histoire des dieux. L'histoire des choses, c'est l'histoire des dieux. L'explication des choses, c'est l'explication en termes de la divinité. Ça, c'est universel. Et dans des millions de tablettes que nous avons, dans plein de textes que nous avons, grecques plus anciennes, babyloniennes, égyptiennes, il n'y a pas rien qui soit un effort de compréhension différent de ce genre d'effort de compréhension où il s'agit de mettre en relation des observations avec la volonté des dieux ou avec d'autres qui nous regardent directement. Ça, c'est important parce que c'est par là qu'on part. Donc, on revient à monsieur, là, Anaximandre. Il vit à Milet, il est un personnage important. Il est chef d'une colonie. On ne sait pas beaucoup de sa vie, évidemment. On n'a rien de direct. On a plein d'informations plus tard. Il faut faire un énorme travail de tri pour chercher de comprendre dans toute l'information que l'Antiquité nous a laissée sur Anaximandre, qui est beaucoup. Il faut comprendre laquelle est fiable, laquelle pas, comparer, etc. etc. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, j'ai confiance dans des gens qui font de la philologie et qui, à partir de là, ont cherché de reconstruire ce qu'on peut penser d'Anaximandre. Et ça, c'est une liste où j'ai mis les choses qu'on sait d'Anaximandre. Si j'ai fait confiance aux gens qui ont passé leur vie à chercher de reconstruire sur la base des textes plus tard ce qu'ils pensaient. Donc d'abord, on sait avec certitude qu'il a écrit un livre. Ce livre a un titre qui est peut-être le titre qui a eu plus de chance dans l'éditorie mondiale. Le titre est Sur la nature, Periphuseos. Le titre sur la nature sera repris par tout le monde. Tous les livres suivants sur la nature vont avoir le titre sur la nature, jusqu'à Lucrèce, De Rerum Natura, etc. Et même dans la Renaissance, ça va retourner ces titres. Fusée et Fuséos, la nature, c'est le nom qui donne origine à la discipline dans laquelle je travaille, la physique. Ça s'appelle physique parce que à partir du titre d'Anaximandre, et même la métaphysique, comme vous savez, prend son nom du livre d'Aristote, qui a écrit un livre qui s'appelle Physique, où il parlait de la même chose dont Anaximandre parle, et après un livre, après la physique, qui parle d'autres choses qui vont au-delà de la physique, et que le livre s'appelle Métaphysique parce que c'est après celui de la physique. Donc il écrit un livre. Et ce livre, le titre de ce livre est sur la nature. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Hélas, nous n'avons pas le livre. Et, hélas, vraiment, parce que ce serait merveilleux de pouvoir le lire. On ne l'a pas, mais on reconstruit un peu ce qu'il y a dedans. Alors, la première chose qui a frappé les anciennes, c'est que le livre n'est pas écrit en poésie. Le premier livre sur ce genre de sujet, qui, à différence, par exemple, d'Hésiode que je viens de vous lire, à différence de tous les autres livres dans toutes les civilisations, qui parle du monde, comment il est structuré, de la nature, de tout ce qu'il y a autour de lui, c'est la première fois que quelqu'un n'écrit pas en poésie. Il écrit en prose. Donc, c'est l'inventeur de la prose, dirait Molière. C'est le vrai inventeur de la prose dans un texte de savoir. Là, j'ai une liste de choses qu'on pense étaient dans le livre. Je vais la lire très rapidement et je ne vais pas du tout parler de tout ça. Donc, il y a une idée de loi naturelle qui probablement était là. Il y a certainement une cosmogonie, c'est-à-dire une version différente du début de l'univers
d'Hésiode, donc je vous ai lu la première ligne. Il y a une cosmologie, certainement, il y a toute une description de comment le monde, le cosmos est fait. Il y a cette idée, l'idée que j'ai déjà mentionnée, de laquelle je suis parti, que la Terre est un corps de dimension finie qui flotte dans l'espace. Il y a une physique, il y a une explication des phénomènes météorologiques, il y a de la biologie, c'est-à-dire il y a une théorie de la vie des animaux, de la vie Il y a une carte géographique qui a beaucoup frappé les anciens aussi. C'est la première fois que quelqu'un, c'est universellement reconnu par les écrivains anciens, c'est la première fois que quelqu'un décide de faire un dessin, ça c'est une reconstruction hypothétique de comment sa carte géographique aurait pu être, première fois que quelqu'un met en ordre le monde et dit, bon là il y a les pays, et fait un dessin sur ça. On lui attribue dans le passé l'introduction de l'usage du gnomon. Le gnomon, c'est l'instrument scientifique numéro 1, le premier, duquel on est parti à faire des mesures. C'est un bâton duquel on mesure la hauteur et l'ombre du Soleil. Et comme ça, on arrive à mesurer l'hauteur du Soleil sur l'horizon avec précision. Et avec ça, beaucoup d'astronomie initiale a été faite. Alors cette attribution à lui du gnomon, c'est très controversé parce que probablement le gnomon était utilisé avant. Probablement, ce qu'il a fait, c'est amener en Grèce. Il a très probablement voyagé à Babylone. Ces gens-là voyageaient énormément. Et chaque fois que les anciens nous parlent de ces genres de personnages, ils nous disent qu'ils voyageaient. Pythagore était partout, était en Égypte, était Babylone, etc. Et on lui attribue la mesure de l'inclination de l'écliptique. Là aussi, c'est très controversé. Les deux derniers points sont très controversés. Donc, je les ai mis juste parce que les anciens en parlent beaucoup. Moi, je vais parler seulement du premier point et je vais dire quelque chose sur le phénomène météorologique parce que c'est très important, je pense. Donc, j'arrive au premier point. J'arrive au cœur de l'histoire. Donc, il a compris que le monde est comme ça et pas comme ça. Alors, comment il a fait? Comment il a fait? C'est pas très difficile, si vous pensez un moment, d'accord? Vous regardez les étoiles, vous regardez le soleil, le ciel. Alors, le nord est là, donc ce qu'on voit, c'est le soleil qui commence à l'est, fait comme ça, et se couche à l'ouest, d'accord? Chaque jour. Donc, ou bien il y a plein de soleil, là, il passe tout bas, ou bien il passe. S'il passe comment? Alors, peut-être il y a un trou au-dessous du pilier, et le soleil passe comme ça. Peut-être, si on se demande comment elle fait passer, on a déjà envie de dire il faut qu'elle passe. Mais si on regarde les étoiles, c'est encore plus fort ça, parce que, vous savez, il y a l'étoile polaire, et autour de nord, là, autour de l'étoile polaire, on voit chaque nuit les étoiles qui tournent, évidemment. Et ça, c'est une photo des étoiles la nuit, donc on voit les étoiles qui font ça. Donc il y a des étoiles que durant la nuit, ils disparaissent là derrière et réapparaissent de l'autre côté. Donc on a envie de dire, si vous voyez ça qui disparaissent ici et réapparaît là, vous allez penser, il n'y a rien là, il y a un trou, il y a du vide, on peut passer. Et les autres comme ça, et les autres comme ça, et les autres comme ça, et les autres comme ça. Donc au-dessous de nous, probablement, il y a de l'espace pour que tout ça passe. Ce n'était pas si compliqué. D'accord? Il est en train tout simplement d'utiliser l'intuition fondamentale que Piaget nous apprend, les enfants commencent à développer quand ils ont 6 mois, que si vous voyez moi disparaître ici, comme ça, et réapparaître de l'autre côté, vous pensez que c'est le même moi et que là, il y a de l'espace où je suis passé. D'accord? Donc il est en train de faire ça. Donc c'était très facile. Mais si c'était si facile, c'était 20 siècles que les Égyptiennes avaient une grande civilisation. C'était des siècles que les Babyloniennes regardaient le ciel et prenaient des notes comme ça. Pire que ça. En Amérique, il y avait les Mayas, les Incas, les Aztèques, les grandes civilisations. Personne n'a jamais compris ça. Les Indiennes, c'est pas stupide, non? Les Indiens ont appris que la terre flotte, il n'y a rien, il n'y a pas de tortues comme ça, quand les Grecs sont arrivés à lui dire. Pire que ça, les Chinois. Les Chinois ont eu une civilisation qui, de plein de points de vue, était supérieure à celle de la Méditerranée. Sans aucun doute, c'est plus grand, plus riche, plus stable. Ils ont eu des penseurs d'une énorme profondité, etc., etc. Bon, les Chinois, quand est-ce que les Chinois ont appris que la Terre vole et que le ciel est tout autour? Au XVIIe siècle, quand les Européens sont allés lui dire, quand les jésuites, Matteo Ricci et les autres, sont allés lui dire. En dépit du fait
qu'il y avait un institut d'astronomie impériale qui étudiait le mouvement des étoiles et qui cherchait de donner des prédictions des éclipses, de mesurer exactement les solstices, etc. C'était très important pour le rituel, pour l'empereur comme ça, qui existait depuis le premier empereur, donc depuis 20 siècles. Et ils n'avaient pas compris. Alors il y a quelque chose d'étrange. Et je pense que c'est quelque chose d'étrange, ça doit nous faire réfléchir. D'un côté, c'est une observation facile, de l'autre côté, les autres, personne n'est arrivé sauf lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien, ça veut dire que la Terre flotte dans le rien. Mais c'est une idée absurde. Pourquoi elle flotte? Si je mets la Terre comme ça, elle tombe. Pourquoi la Terre ne tombe pas? Je suis sûr que plein de gens, en Égypte, comme en Chine, comme ailleurs, ont dit bon, les étoiles passent comme ça, probablement il n'y a rien derrière. Ils se sont dit non, c'est pas possible. Ou s'ils ont cherché de vendre cette idée qu'il n'y a rien au-dessous de nous, le reste du monde a dit bon, ça ne tient pas. Vous voyez, moi je pense toujours ça. Quand on fait de la science, c'est pas difficile d'avoir des idées. Il y a plein d'idées. Si vous lisez les textes, les articles scientifiques, le difficile c'est de les faire marcher. D'accord? C'est Copernic qui a compris que le ciel, le soleil est au centre. C'est pas Aristarque, parce qu'Aristarque, il y a pensé beaucoup de temps avant, mais il n'est pas arrivé à faire marcher toute l'histoire. Copernic est arrivé, grosso modo, au moins, assez pour convaincre les autres. Donc, en soi, l'idée que la Terre flotte dans le rien et le ciel tout autour, ça ne tient pas si on ajoute quelque chose. Et bien sûr, on a posé à Anaximandre cette question et on connaît sa réponse. On connaît très bien sa réponse parce que Aristote parle en détail de sa réponse. Et Aristote, c'est le seul point où il dit de quelqu'un qu'il est ingénieux. Alors, si Aristote dit de quelqu'un d'autre qu'il a une idée ingénieuse, ça doit être une idée ingénieuse. Et quelle est l'idée ingénieuse d'Anaximandre? Quelle est cette idée qu'Aristote la considère importante? Et Aristote va la faire la sienne, évidemment. C'est que la Terre ne tombe pas parce qu'elle a encore raison de tomber vers quelque direction particulière. C'est-à-dire, les choses ne tombent pas du haut en bas, mais les choses tombent vers la Terre. C'est-à-dire, ce qu'Anaximandre suggère, c'est que toute la structure du monde n'est pas comme on pensait, mais il y a une autre structure possible qui est cohérente avec nos expériences, mais qui est tout à fait différente de ce qu'on a pensé jusque-là. Donc son idée est qu'il faut repenser qu'est-ce que ça veut dire haut et bas. Et il faut repenser de façon que c'est même difficile à expliquer. D'accord? Je cherche à expliquer. Alors, il n'y a pas le haut et le bas, parce que le haut ici et le bas, c'est le bas là. En bas, le haut, c'est le bas. Le bas, c'est le haut en bas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à dire parce qu'on est en train d'utiliser haut et bas dans deux significations différentes, évidemment. Une avant et une après. Donc, ce qui se passe, c'est une reconceptualisation de la notion de haut et de la notion de bas qui maintenant veut y dire quelque chose de différent. Donc, avant, on pense qu'il y a le haut et le bas, le ciel et la terre, et donc s'il y a un trou, la terre tombe. Et lui, il suggère que le monde soit différent. Que la terre est au centre de l'univers, le ciel sphérique, et que les choses tombent vers la terre parce que c'est des mots qu'on lui attribue, dans le monde ancien. Les choses tombent vers la terre parce qu'ils ont un corps, un gros corps important à côté de eux qui donne une direction privilégiée. Donc les choses tombent vers la terre parce qu'il y a la terre. La terre en elle-même n'a aucune direction particulière vers laquelle tomber. C'est une idée étonnante, d'une beauté merveilleuse, c'est une idée extraordinaire. Parce que c'est vrai, non? Parce que c'est vrai, je reviens en arrière, là. Ben là, voilà, la Terre est là. Dans un certain sens, elle n'a aucune raison de tomber vers le haut, vers le bas, elle est là. Si je la regarde de la Lune, elle est là. Il n'y a pas un vers le bas, vers la Terre. Évidemment, on peut tourner cette chose de... donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, un petit commentaire pour ne pas faire confusion. Sa Terre n'est pas une sphère. Sa Terre, c'est une espèce de cylindre. Donc, il y a le haut, la partie haut, la partie bas.
mais c'est un truc un peu, il donne même des dimensions plausibles de ce cylindre. La Terre va devenir une sphère juste après, probablement dans le monde pythagoricien. Pythagore probablement a connu Anaximandre avant d'aller en Italie. Pythagore est né à Samos, qui est une île c'est devant la côte de Milet, juste devant. Et les anciens nous racontent que le jeune Pythagore allait le voir et a parlé avec lui, etc. D'autres soutiennent que l'idée de la sphéricité, c'est Parménide, qui est grosso modo la même période. Donc on ne sait pas exactement, mais c'est la génération suivante, celle d'Anaximandre. Et moi je pense que ça c'est une chose typique. Pourquoi il faut un scientifique et pas quelqu'un qui s'occupe seulement d'histoire? Parce que si vous n'êtes pas scientifique, on est tenté de dire que la grande découverte, c'est que la Terre est une sphère. Et donc, moi, j'ai lu plein de textes qui parlent d'Anaximandre, disent, bon, Anaximandre a une étrange, absurde théorie du monde où la Terre, c'est un cylindre, c'est évidemment absurde, ça n'a aucun intérêt. Non, parce que passer de la Terre, de cette conception du monde à celle-là, c'est un énorme saut conceptuel. C'est très dur, c'est très difficile, il faut renverser tout. Une fois qu'on est passé là, passer de là à là, bon, c'est une petite amélioration de l'image. C'est comme après découvrir qu'en effet la Terre c'est pas une sphère, c'est une sphère un peu, c'est une ellipsoïde. Et en fait c'est même pas une ellipsoïde, non, parce que c'est une poire, parce que la partie sud c'est un peu plus, c'est un peu moins que la partie nord. Et c'est même pas ça, parce qu'en réalité si on la mesure bien aujourd'hui c'est une. Donc on a des images de plus en plus précises. Donc, ce n'est pas que la Terre en sphère, c'est vrai, la Terre en cylindre, c'est faux. La Terre en sphère, c'est faux. Toute description précise de la Terre est fausse. Okay? Mais on a des images de plus en plus précises. Et donc, ça, ce sont deux passages cruciaux, mais celui est le passage très difficile. Et la preuve est que ce passage-là, il n'a fait personne dans l'histoire du monde, sauf une fois. Et ça a pris des siècles et des siècles et des siècles. Ce passage-là était immédiat. Une fois qu'on a pris sérieusement l'idée que la Terre flotte dans le rien, les pythagoriciens disent bon, c'est flotte dans le rien parce que toutes les directions sont les mêmes, la Terre aussi, peut-être toutes les directions sont les mêmes, et donc ça peut être sphérique. Dès qu'on a ça, après on a trouvé des preuves, Aristote a des arguments très bien, l'ombre sur la Lune, la différence de l'heure à laquelle on voit des éclipses, on a des arguments forts pour dire que la Terre. Et après, cette image devient l'image qui va caractériser le cosmos de l'Occident pour toujours. Je pense que vous savez que l'idée qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre est plate est un mythe absolu. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun auteur du Moyen-Âge qui parle de la Terre plate. D'accord ? Tous les auteurs du Moyen-Âge parlent de la Terre sphérique. La Terre était sphérique autour de la Méditerranée, autour de l'Empire romain, le Moyen-Âge. Ça n'a jamais été non pas sphérique. Karl Popper, qui est un des grands historiens de la science du siècle passé, il a écrit sur cette idée d'Anaximandre. Selon moi, cette idée d'Anaximandre, que la Terre est suspendue dans l'espace, est l'une des idées les plus audacieuses, les plus révolutionnaires, les plus prodigieuses de toute l'histoire de la pensée humaine. Et je pense que si on y réfléchit assez, c'est difficile de ne pas être complètement fasciné par cette idée qu'il a eue. Ça, c'est une des idées qu'il a eues. Ce n'est pas la seule. Je vais parler d'une deuxième, et après je parle un peu plus en général, c'est son explication d'Anaximandre des phénomènes météorologiques. Donc, voilà, j'ai mis quelques textes. Ces textes-là, je vais vous les lire aussi pour que, comme ça, vous voyez comment on connaît ce qu'Anaximandre pensait. On n'a pas son texte, mais on a des textes plus tard. Et voilà les textes. Par exemple, Anaximandre soutient que la pluie provient de la vapeur que s'élève de la terre sous l'effet du soleil. La pluie, l'eau, d'où vient l'eau et la pluie? C'est la vapeur qui s'élève de la terre sous l'effet du soleil. Tonnerre, éclair, foudre, ouragan et typhon, pour Anaximandre, tous ces phénomènes sont dus au vent. Donc, ce n'est pas le Dieu qui fait, c'est le vent. Le vent lui-même, le vent est un flux d'air. C'est rien d'autre qu'un flux d'air. Mais pourquoi il y a un flux d'air? Parce que les parties les plus fines de l'air, les plus humides, sont mises en mouvement. Pourquoi? Mélangées sous l'action du soleil. Encore, le soleil chauffe, et donc l'air se met en mouvement.
Alors, pour ne pas vous donner l'idée qu'il a toujours raison, quelle est son explication de tremblement de terre? Anaximandre affirme que la Terre, rendue aride par une grande sécheresse, ou bien trop humide suite à des pluies abondantes, se fracture en profondeur, en profonde crevasse. Alors là, il y a une idée bonne et une idée évidemment mauvaise. C'est vrai que se fracture la Terre, mais ça n'a rien à voir avec la sécheresse et l'humidité. Dans celle-ci, les crevasses, ça engouffre violemment un grand volume d'air venu du haut, et la Terre est secouée par la violence de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle ces catastrophes se produisent dans les périodes de forte chaleur ou suite de pluies trop abondantes. C'est faux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là? À première impression, rien. Ce sont des idées pour comprendre. Mais, premier, jusque-là, on n'avait entendu rien de similaire. Le vent, c'est le dieu des vents qui souffle. Okay? La pluie, c'est Jupiter qui envoie la pluie. D'où vient l'eau de la pluie? Ben, c'est Jupiter qui envoie l'eau de la pluie. Comme d'où viennent mes larmes? C'est moi que je fais des larmes. C'est une production de Dieu. C'est universel, partout. Okay? D'un coup, ce type, lui et les autres de Millet, c'est un peu difficile de faire exactement la distinction de qui a fait qui, mais ça, produit ces idées complètement différentes. Et faites bien attention à ces textes, parce qu'il y a quelque chose à remarquer là. Ces auteurs anciens ne disent pas la pluie, évidemment, c'est l'eau évaporée, c'est Anaximandre qui l'a vu. Ils disent Anaximandre soutient. Okay? Pour Anaximandre. Anaximandre affirme, c'est-à-dire le monde ancien n'était pas du tout convaincu encore que c'était les bonnes raisons, c'est là. Anaximandre propose une lecture complètement naturaliste des phénomènes naturels qui, encore des siècles plus tard, Aménien Marcellin, c'est 5 siècles plus tard, Aetius, c'est Rome, Sénèque, c'est le 1er siècle, donc encore des siècles plus tard, c'est vu avec une énorme suspicion. Est-ce que c'est vraiment vrai que la pluie peut être l'eau qui... Donc ce sont des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui, à ce temps-là, encore des siècles plus tard, étaient vues comme une proposition d'interprétation du monde qui était tout à fait nouvelle. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'inventer une façon de lire le monde, d'expliquer, chercher des explications du monde, non pas à partir de la divinité, à partir des coïncidences arbitraires, mais en termes d'autre chose. Et c'est étonnant comme de suite ça marche. C'est vrai, l'eau qui tombe, aujourd'hui on le sait, on l'apprend à l'école. Je pense que tout le monde, en Italie au moins on l'apprend à l'école primaire. On est petit, on nous dit, ben, vous savez, l'histoire de la goutte d'eau qui tombe, après évapore, c'est toujours la même eau qui tourne. C'est très belle cette histoire. C'est une image pour moi de la compréhensibilité du monde. Ah oui, l'eau qui tombe, incroyable, c'est la même. Ah oui, on comprend que l'eau... D'accord? Cette compréhensibilité du monde est complètement née à Millet au 7e siècle. C'est une façon complètement nouvelle de regarder le monde. Voilà, j'ai ajouté quelques mots très généraux. Je ne veux pas vous dire grand-chose. Je n'ai pas le temps de parler de la Peyronne. En général, quand vous lisez sur Anaximandre, vous lisez sur la Peyronne. Juste sur la biologie, j'ai dit quelque chose, parce que c'est tellement étonnant. Il a une idée d'évolution, de changement. La Terre n'a pas toujours la même. Il a l'idée qu'avant, c'était tout couvert d'eau, et après, c'est séché lentement, et donc que les animaux changent dans le temps. Et il parle d'adaptation des animaux au changement de ce qui se passe autour. C'est incroyable de lire comme ça. Ça, c'est 2500 ans avant Darwin. Et il dit que les hommes, évidemment, ils ne peuvent pas avoir été comme ça tout le temps, donc il faut que les hommes sont descendus d'autres animaux. Et il dit, avant, si je vais en arrière, les hommes, ils doivent avoir des poissons, parce qu'avant, c'était de l'eau. Voilà, je ne veux pas trop faire, évidemment, de tout ça. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est là que je voulais arriver. J'ai déjà utilisé beaucoup de mon temps. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Et je enlarge le discours. Première chose, je viens de le dire. Il va créer, lui et ses amis de Millet, ce qu'on appelle l'explication naturaliste du monde d'aujourd'hui. C'est celle sur laquelle tout le développement scientifique suivant est basé. Mais c'est plus que ça. Pourquoi c'était si difficile de faire ce grand passage de la Terre comme ça à la Terre comme ça? Parce qu'il fallait
redessiner le monde à nouveau, il fallait réinventer le monde, ce qui veut dire en particulier qu'il fallait lever la main et dire « Messieurs, tout ce que vous avez pensé jusque-là est faux ». Et ça, c'est vraiment nouveau dans l'histoire du monde. Cette capacité, cette envie, ce désir de remettre en discussion à fond tout le savoir précédent, ne pas construire sur le savoir précédent en ajoutant quelque chose, mais le remettre en discussion à fond, profondément, est né là. Il faut avoir le courage de dire mon maître, mon père, mon grand-père, etc., etc., ils étaient tous stupides, moi je suis plus intelligent. On n'a pas d'autres... Mais c'est plus subtil que ça. Alors, je vais vous parler de Thalès pour un moment, parce que Thalès joue un rôle important. Thalès, c'est Eulycie de Milet, et c'est un peu plus vieux qu'Anaximandre. Thalès, c'est beaucoup connu en France, pour des raisons que je ne suis pas clair. Je pense qu'à l'école primaire, on parle de théorème de Thalès ou quelque chose, donc c'est un personnage qui en France est bien connu. Donc Thalès, c'est à Milet aussi, c'est de la même école. On ne sait pas exactement ce que c'était ces écoles, mais c'est la même école d'Anaximandre, c'est plus vieux que lui. Thalès est un personnage très respecté par les Grecs. Il a été mis dans la liste des 7 savants de la Grèce. C'était une sorte de maître à penser, comme Solon, comme d'autres, des gens qui ont un peu enseigné aux Grecs à penser. Et Thalès, certaines des idées d'Anaximandre viennent certainement de Thalès. Il y a un fort lien entre la pensée de Thalès et la pensée d'Anaximandre. C'est le même problème. Anaximandre dit que tout est fait de propose physique ou tout est fait d'une substance qu'il appelle l'apeiron. Thalès avait dit que peut-être tout est fait d'une seule substance, que c'est l'eau. Anaximandre a cette idée que la terre flotte dans le rien, comme ça. Thalès avait une image où la terre, un peu comme la Bible, flotte sur l'eau, sans besoin de piliers, mais flotte sur l'eau. Alors, pourquoi c'est intéressant cette relation entre... Et peut-être ça, c'est le cœur, le vrai cœur de toute la conversation ici. C'est le point central. Parce que Anaximandre développe les idées de Thalès, apprend de Thalès et dit que Thalès se trompe. Et ça, c'est la clé de la nouveauté. Je pense que c'est plus important qu'avoir compris que la Terre vole, plus important qu'avoir compris que l'eau est la même. C'est vraiment la clé méthodologique qui donne naissance à tout ce qu'on appelle la connaissance scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, il y avait bien sûr des maîtres à penser. L'Antiquité est pleine de maîtres à penser, d'accord Confucius, il y avait des disciples, Mencius, Confucius et Mencius, Jésus et Saint Paul, Moïse et les prophètes. Il y avait plein d'écoles du pensée. Et il y avait aussi la critique. Ce n'est pas que dans la pensée, on ne critique pas. Vous lisez la Bible, et ce qu'ils disent de Babylone, c'est... D'accord Babylone, c'est l'horreur, c'est tout va mal. Ce qui n'existait pas, c'est une chose entre les deux. D'accord Vous ne trouvez pas, dans le monde ancien, jusque-là, quelque chose qui soit... Je suis une école, mais je dis que mon maître se trompe. Le christianisme de Saint Paul n'est pas le christianisme de Jésus, c'est énormément plus complexe, plus riche, plus plein de choses, il y ajoute plein de choses. Mais Saint Paul ne dit pas, oui, mais Jésus s'est trompé là, donc je fais mieux. Mais non, absolument pas. Mencius, si vous lisez Mencius, et par rapport au texte qu'on a de Confucius, c'est beaucoup plus complexe, plus riche, plus plein d'idées, comme ça. Mais surtout pas, Confucius ne s'est pas trompé. J'ajoute des choses, je développe, je fais mieux, je fais plus, pas mieux, j'ajoute, d'accord ? Mais s'il y a un maître, je suis le maître, j'apprends par le maître, je respecte le maître, ce qu'il a dit c'est vrai, j'ajoute des choses, je développe. Et c'est comme ça que plein de savoirs du monde ancien se sont développés. Tout le savoir chinois s'est développé comme ça. Et après, il arrive ce type et dit, j'ai un maître, c'est un des 7 savants de la Grèce, c'est un grand maître, j'apprends. Il a dit que tout est fait de seule substance, j'y crois, moi je suis la même idée. Il a dit que la Terre est un disque qui flotte, j'y crois, je suis la même idée. Mais ce n'est pas l'air, ce n'est pas l'eau. Oui, la Terre flotte, mais pas sur l'océan, j'enlève l'océan. Il se trompe. Alors, cette troisième voie entre le respect du savoir ancien qu'on prend du maître et la critique au maître, c'est exactement ce qui donne la naissance, je pense, à la science.
La science est faite comme ça. C'est un savoir cumulatif. C'est pas vrai que la science recommence à zéro. C'est absurde cette idée. C'est pas vrai qu'on invente une théorie du rien. Les théories scientifiques sont complètement construites sur le savoir précédent, mais en même temps, on remet en discussion toujours. On est toujours prêt à remettre en discussion tout du savoir précédent. Et ça, c'est ce que passe pas seulement dans les grands scientifiques. C'est pas seulement Einstein. Il n'y aurait pas Einstein sans Newton. Donc c'est pas seulement Einstein qui construit sur la mécanique newtonienne, mais dit oui, mais Newton s'est trompé. C'est ce qui se passe dans tous les laboratoires chaque jour où je prends des articles, je lis, ben ça c'est une très belle idée, je l'utilise, je suis comme ça, mais je change ça. Parce que peut-être on peut faire mieux. Cette possibilité de remettre en discussion tout, la base, qu'est-ce que ça veut dire haut, qu'est-ce que ça veut dire bas, la Terre bouge pas, l'espace, le temps, son cours, sont pas ce que disait Newton. Cette capacité de remettre tout en discussion, c'est le cœur, je pense, du savoir scientifique et de ce que la science est dans son Donc c'est une remise en doute constante. Mais si la science est une capacité de redessiner le monde, de reconceptualiser le monde et remettre en doute tout constamment, ça veut dire que le cœur de la science, la force qui porte la science, ce n'est pas les certitudes accumulées, c'est le contraire. C'est le manque de certitude, c'est l'absence de certitude. C'est-à-dire, c'est l'attitude mentale pour laquelle on reconnaît sa propre ignorance. On reconnaît que le savoir dans lequel nous sommes immergés peut être faux. Et pourquoi alors le savoir scientifique est fiable? Parce qu'à tout moment, je suis prêt à reconnaître quelque chose de faux dans le savoir, donc à tout moment, je suis prêt à prendre le mieux de ce qu'on peut avoir compris jusque-là. Donc le savoir scientifique est toujours le meilleur aujourd'hui, avec l'idée que possible, peut-être on peut faire mieux, et avec toujours le doute que quelque chose dans notre image du monde puisse être trompé. Très bien. En dépit de ça, on peut continuer. Donc moi je pense, c'est un peu l'idée centrale, que la recherche de connaissances ne se nourrit pas de certitudes, se nourrit d'une absence radicale de certitude. Juste un mot sur ce thème parce que c'est un thème complexe. Je vais ajouter quelque chose, c'est un peu l'idée centrale. Je vais ajouter quelque chose. Cette pensée scientifique naît en se détachant de manière très radicale, il y a une rupture très forte par rapport à la pensée religieuse précédente. D'accord ? On ne pense pas au vent en termes du dieu du vent, mais on se demande si le vent est causé par le soleil. Il n'y a rien dans l'école de Millet que c'est une critique explicite de la divinité. Il n'y a rien qui dit il n'y a pas de Dieu ou des choses comme ça. Non, absolument, au contraire, Thalès, quand il est très content qu'il a démontré un terrain de géométrie, il fait sacrifice à Jupiter pour montrer qu'il est content. Mais il y a un conflit entre cette forme de pensée et la pensée religieuse qui est là et qui est difficile à en sortir. Pourquoi ? Parce que la pensée religieuse est toujours basée sur l'existence de choses, d'idées, de points qu'on ne veut pas remettre en doute. Donc une pensée même que trouve dans le fondement de sa propre façon de fonctionner la remise en doute de tout, nécessairement se trouve chaque fois. On peut trouver des compromis, on peut trouver des moments mais il y a toujours une tension. Et cette tension va exploser bientôt. Ça, c'est Athènes dans le siècle d'or. Ça, c'est une comédie d'Aristophane, Les Nuées, une comédie bien célèbre, on la voit encore. Et un des personnages est Socrate. Socrate, le personnage de la comédie, c'est un peu l'image du philosophe, du scientifique, comme ça. Il a une conversation avec Strepsiade. Strepsiade, c'est l'homme du peuple. Et Socrate lui dit essentiellement ce que étaient les idées d'Anaximandre. Ça, c'est exactement, c'est presque des citations de choses qu'on dit qu'Anaximandre a dit. Donc Strepsiade, j'ai toujours pensé que la pluie vient de Zéus. Et le tonnerre, qui le provoque, j'en ai toujours eu peur. Et Socrate dit, non, mais c'est pas Zéus, c'est pas tout ça, c'est les nuées qui tournent en roulante. Oh, comment c'est là, ô toi, que brave tout, que tu remets en discussion tout. Et Socrate explique, alors lorsque les nuées sont pleines d'eau et contraintes à se mouvoir, à précipiter de haut violemment avec la pluie qui les gonfle plus à l'orduit et lancées les unes contre les autres, elles se brisent, éclatent avec fracas. C'est une explication à l'Anaximandre, naturaliste, à la Millet,
de ce qui se passe durant un orage. Et Strepsiade, mais qui donc les contraintes et les importe, n'est-ce pas, Zeus? Pas du tout, c'est les tourbillons éternels. Les tourbillons, j'ignorais que Zeus n'existait pas et les tourbillons régnaient aujourd'hui à sa place. Et la comédie se termine avec Strepsiade et ses amis qui remplissent Socrate des coups de pied qui, comme on dit en français, le passe à tabac. À la fin de la comédie, le pauvre Socrate, le personnage. Alors, on raconte qu'à Athènes, quand on a eu dans le théâtre cette comédie présentée, le vrai Socrate était là, et à la fin, il s'est levé, et tout le monde applaudit et rigolait. Mais rappelez-vous que Socrate était mis à mort 20 ans plus tard, avec l'accusation de insulter les dieux et ne respecter pas les dieux de la ville. Donc ce n'était pas vraiment un jeu. La confrontation entre ce type de pensée et la pensée religieuse était déjà là, très forte. Et vous savez comment ça continuait dans le Moyen-Âge, donc ça fait des dégâts terribles. Et je pense, moi je ne suis pas français, la France aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Et la France, c'est un des endroits qui est moins touché par une recrudescence très très forte d'une certaine façon de voir la religion, où la remise au centre de la pensée religieuse, qui veut dire n'acceptez pas le doute, est très fort. Moi je suis italienne, en Italie le pape a dit plusieurs fois, vous scientifiques vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que c'est l'Église qui a l'autorité de vous dire arrêtez-vous. Parce qu'en tout cas, vous devez être sous le... Ce sont des façons de penser que, grâce à Dieu, je pense, grâce à Dieu, en France ne sont pas courants, mais montent partout. Voilà, beaucoup de temps est passé, je saute ça. Je voulais un peu, mais je vais sauter parce que je voulais un peu lier ça à ce que je fais aujourd'hui en physique, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais vous dire seulement un mot. Un mot, c'est le suivant. Aussi pour me lier à la cosmologie. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon travail? Juste pour ça a à voir parce que moi, j'étudie la gravité quantique. La gravité quantique, ça veut dire chercher de comprendre comment la théorie d'Einstein, l'espace et le temps, va avec la mécanique quantique. Et ce qu'on apprend, c'est que l'espace peut être en structure granulaire, que le temps peut-être n'existe pas, etc. Donc il faut repenser qu'est-ce que l'espace et qu'est-ce que le temps. Vous voyez, ça c'est l'histoire de l'univers au Big Bang. Et si on applique la gravité quantique, on a un peu l'idée que c'est possible qu'il y avait un univers précédent qui a collapsé, une bounce, un rebondissement, et ça reprend. Et là, il n'y a ni espace ni temps, parce qu'il y a une superposition quantique d'espace et de temps. Donc on a de la mathématique pour chercher de décrire la superposition quantique de l'espace et de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une superposition de temps différents? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une superposition d'espaces différents? Ça veut dire qu'il faut reconceptualiser le monde de façon qu'on ne parle pas d'espace, on ne parle pas de temps. Le temps est quelque chose qui vient après. Le temps est défini plus tard, mais pas là. Là, on est dans un régime où il n'y a pas vraiment un temps, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de chercher, de repenser les concepts de base. Comme Einstein a repensé l'espace plat, l'espace courbe, comme Anaximandre a repensé ce que ça veut dire le haut, ce que ça veut dire le bas. Ça ne veut pas dire qu'on ait réussi à le faire, qu'on a eu le succès d'Anaximandre ou d'Einstein. Mais c'est ça le genre de choses qu'on est en train de faire. Et donc, cet aspect de reconceptualisation du monde, de redessiner le monde, de chercher une nouvelle façon, une nouvelle idée, un nouvel concept, je pense est crucial pour la science. Si vous lisez beaucoup de philosophes de la science, ils vous disent que la science, c'est seulement faire des prédictions, faire des équations qui vous... Non, c'est énormément plus compliqué la science. La science, c'est trouver une image du monde qui est cohérente, qui nous explique, et jeter les images du monde que nous avons parce qu'elles sont partielles. Avoir le courage de repenser le monde et de trouver des façons nouvelles pour repenser le monde. Voilà. Première liste de... Bon, je ne vais pas la lire toute. Anaximandre lui-même, il a donné naissance à l'investigation de la nature
Il introduit cette perspective rationnelle sur le monde. Il est le premier géographe, le premier biologiste, le premier astronome. Il introduit, je n'ai pas parlé de ça, l'idée de loi naturelle. Et surtout, la chose la plus importante, celle sur laquelle j'ai insisté, il est à l'origine de la tradition critique qui fonde la pensée scientifique. C'est-à-dire continuer la voie de maître, le savoir précédent, mais reconnaître en même temps que le savoir précédent peut être faux. Il fait la première grande révolution cosmologique, si vous voulez, la première grande révolution conceptuelle de l'histoire. Le haut et le bas veulent dire des choses différentes. Ce qui est énorme, mais ce qui est plus important, ce n'est pas avoir fait cette particulière révolution, c'est avoir découvert qu'il est possible de faire ça. Et donc avoir ouvert la rue à tout le monde après. Ça, c'est une liste de citations sur lui, juste pour vous dire que je ne suis pas le seul qui donne cette énorme importance à Anaximandre. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a une position parmi les créateurs de la science rationnelle du monde. Des gens qui se sont pensés sur lui, il le considèrent l'un des plus grands esprits qu'il a jamais vécu, donc beaucoup au-delà de ce que je dis, le père de Newton. Et ça, c'est récent, en 2006, Daniel Graham a écrit tout un livre sur lui. Et il dit une chose qui est probablement exagérée, mais je vais quand même vous la lire, parce que c'est un peu... Le projet d'Anaximandre est devenu... Le projet d'Anaximandre, son idée, ce que lui, il voulait faire, est devenu, dans les mains de ses successeurs, un programme capable d'un développement infini et qui, dans son incarnation moderne, a pour lui le plus grand développement de la connaissance que le monde a connu. Dans un certain sens, son projet privé est devenu la grande recherche de la connaissance du monde. Donc, ce monsieur, Daniel Graham, voit toute la science moderne comme une continuation de ce que lui, il voulait faire. Donc, peut-être on peut exagérer là, mais juste pour... Et ça, c'est ma dernière transparence, où je cherchais de remettre un peu en mot général tout ce que je voulais dire sur la science. Première, la pensée scientifique et l'exploration toujours recommencée de nouvelles conceptualisations du monde. Oui, c'est une lecture de la science qui est très loin de la lecture de la science en termes que théorie mathématique qui fait des prévisions de ce que mes instruments de mesure vont mesurer. C'est le contraire. La science a développé une vision du monde qui est cohérente, qui me permet de repenser les choses de façon différente. C'est une pensée fluide, une évolution perpétuelle, et sa magie est dans sa capacité de subvertir l'ordre du monde, de repenser le monde continuellement. Deuxième point, sa force n'est pas les certitudes qu'on trouve scientifiques. Je pense qu'un des mots les plus intrinsèquement stupides, c'est de dire scientifiquement prouvé. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé. C'est l'absence de certitude qui est le cœur de la science. La connaissance naît de quoi? Naît d'un acte de révolte respectueuse mais profonde contre le savoir présent. Cette révolte est aussi un défi, et ça c'est ce que donc j'ai seulement touché, le thème que j'ai seulement touché à la fin, qui est lancé par Thalès et Anaximandre, libérer la compréhension du monde de la pensée mystico-religieuse, qui pendant des millénaires a structuré les pensées de l'humanité, qui était essentielle à l'humanité pour construire la société. Et donc considérer la possibilité que le monde soit compréhensible sans faire reposer cette compréhension sur un Dieu ou sur plusieurs dieux. Et j'insiste sur ça parce que c'est une possibilité que pour l'humanité, aujourd'hui, après 26 siècles, fait encore peur à la majorité des hommes et des femmes du monde. De loin, d'accord? Ce n'est pas du tout la position majoritaire dans la planète, au contraire, c'est une position fortement minoritaire dans la planète. La relecture du monde proposée d'Anaximandre a ouvert une grande ouverture, c'est celle dans laquelle, en tant que scientifique, je suis et plein d'autres gens sont dedans. L'aspect terrible, mais aussi fascinant de cette ouverture, c'est qu'il faut accepter que ce que nous savons du monde peut être faux, et donc que nous sommes immergés dans l'ignorance. Et je m'arrête là. Merci. Bien, merci de nous avoir donné la possibilité de faire connaissance avec cet homme, avec Anaximandre. J'avoue que je connaissais très peu de choses sur lui moi-même. Donc j'aimerais donner la parole à la salle, s'il y a une réaction, un commentaire, parce qu'il y a plusieurs aspects dans cette conférence qui peuvent être commentés. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit à l'instant, vous avez parlé d'un milieu où il n'y a ni l'espace ni le temps, d'une situation. Alors ma question,
considérons le terme que vous employez, grain de l'espace. Donc, considérons, je ne sais pas si ma question est bien posée ou pas, considérons deux grains de l'espace, et entre les grains de l'espace, il n'y a ni l'espace ni le temps. Donc, alors, comment vous pouvez imaginer une interaction entre ces deux grains de l'espace si entre eux, il n'y a ni l'espace ni le temps? Comment ils peuvent interagir si entre eux, il n'y a rien? Est-ce que c'est un messager virtuel qui va faire interaction ou est-ce que c'est... est-ce que déjà ma question est bien posée? L'interaction entre deux grains de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas le temps. Oui, la question est très bien posée et répondre, ce serait trop difficile, ça serait long et compliqué. Je peux essayer de donner quelques images, pas plus que ça, et séparer la réponse en deux, une sur l'espace et une sur le temps, parce que c'est vraiment deux points différents, de façon différente d'aborder le problème. Pour ce qui est à voir l'espace, l'idée qu'il n'y a pas d'espace, qui nous frappe fortement, n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est Newton qui a inventé l'espace. C'est les atomistes grecs qui ont inventé l'espace, contre Aristote, contre tout le reste de la science grecque. Et donc, ils ont dit il y a des choses, et entre les choses, il n'y a rien. Et pour Aristote a des pages et des pages contre ça, disant mais non, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a rien, donc il se touche. Donc, pour Aristote, le monde est fait des choses qui se touchent. Et l'espace, ce qu'on appelle l'espace, c'est seulement qui touche qui. Et les choses changent la façon de se toucher. Et jusqu'à Descartes, c'est la même chose. La définition de Descartes de mouvement, ce n'est pas passer d'un point de l'espace à l'autre, mais c'est un objet A bouge si d'abord il est en contact avec un objet B et après il est en contact avec un objet C. Donc c'est un changement des relations Donc, on n'a pas l'habitude, parce que nous sommes grandis dans le newtonianisme. Donc, tous les problèmes de physique qu'on nous a fait faire à l'école, c'est soit X, Y, Z, système cartésien, là, il y a l'espace. Donc, on pense comme ça. Mais ce n'est pas la seule façon de penser. Et déjà dans l'Antiquité, une façon de penser sans l'espace, c'est-à-dire des choses, des relations entre les choses, existaient. Je pense que ça peut être reconstruit. Et je pense, moi et d'autres, qu'il y a des aspects de la physique d'aujourd'hui qui nous poussent dans cette direction. Pour le temps, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais pour le temps aussi, on peut faire un discours similaire. Vous voyez, je cherche de le mettre comme ça. On ne voit pas le temps, on voit des horloges. D'accord? Ce qu'on mesure, c'est toujours un phénomène, donc comment il change par rapport au mouvement de mon horloge. Ce que j'écris dans l'équation, c'est comment le phénomène se développe dans le temps et comment mon horloge, la guide de mon horloge bouge dans le temps. Donc, dans mes équations, j'ai trois choses. La guide de l'horloge, le phénomène, le pendule, je ne sais pas quoi, et le temps. Mais si vous lisez Newton, le principe, il est très clair sur ça. Il dit, le temps, ce n'est pas quelque chose que j'observe. C'est quelque chose que j'hypothèse dans mes équations. Donc, je décris ces deux quantités observables en fonction du temps, et après, la seule chose que je vois, c'est ces deux quantités observables. Alors, si on pense comme ça nous met dans la possibilité de dire, et si je oublie cette variable temps? Je ne parle que de quantités observables et j'écris mes équations de la physique seulement comme relation pleine de quantités observables, sans jamais penser au temps. C'est-à-dire, quand ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a une relation d'être ensemble, ça avec ça, ça avec ça, mais pas une idée d'un temps qui passe dans lequel les phénomènes... Voilà, je cherche à donner une idée un peu vague de comment on pense qu'on pourrait faire à construire une physique sans l'espace et sans le temps. Concrètement, on est poussé là parce que Einstein nous dit que l'espace et le temps, c'est le champ gravitationnel. Donc, on a compris que c'est le champ gravitationnel, ça bouge, mais après, le champ gravitationnel, c'est quantisé, ça a des propriétés quantiques, donc c'est granulaire, donc c'est probabiliste. Donc, on n'a plus un espace externe dans lequel les choses se passent. Il faut repenser à nouveau. Et on a, je pense, un peu la même difficulté. Je suis convaincu de ça. Le genre de difficulté, j'ai du mal à expliquer cette idée, parce que je n'ai pas clair moi-même. Je pense que c'est la même difficulté qu'on avait en disant, mais si la Terre flotte, alors qu'est-ce qui se passe aux gens qui sont là? Ils tombent, ils vivent à la tête en bas. Ils font une nouvelle intuition du monde. Et la science, c'est une évolution de ces intuitions du monde. C'est la même difficulté quand Galilée disait, on est en train de bouger, les gens disaient, mais non, bouge pas, regarde, ça bouge pas.
elle est là, elle est complètement arrêtée. Alors comment penser que la Terre bouge et que la Terre ne bouge pas en même temps? Voilà, aujourd'hui, on a appris comment penser ça. Mais ça demande une reconceptualisation du monde, et je pense que c'est ça qui se passe à la science quand elle est belle. L'interaction entre deux grands espaces, alors comme lui et arrière. Comment on peut imaginer l'interaction? Bon, ben alors Descartes, par exemple, imagine des tourbillons, Oui. c'est-à-dire entre deux objets séparés, il y a d'autres objets, des petits tourbillons qui attirent, qui fait que les objets s'attirent les uns vers les autres. Donc il n'y a pas de vide au sens de Descartes. Et d'ailleurs, la physique actuelle aussi, elle oublie le vide. Hein, il n'y a pas de vide. Dans un Il y a certain toujours des sens, particules oui, il y a des choses, virtuelles. il y a toujours des choses entre les choses. Oui. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit sur le temps quelque chose d'assez joli, que le temps était le moyen commode de faire en sorte que tous les événements ne se produisent pas au même moment. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour votre splendide conférence. Et j'ai un peu l'impression qu'en tant que chercheur théoricien, vous ressemblez à Anaximandre. Mais vous venez de publier récemment un papier de 25 ans de gravité quantique, où vous avez un regret, celui de ne pas pouvoir faire de prédictions ni d'être expérimentaliste. Et il me semble qu'Anaximandre, d'après ce que vous dites, n'était pas non plus un prédicteur d'expérience, alors que d'autres Grecs ont fait des expériences à sa suite. Est-ce que on reste sur un plan purement théorique, ou est-ce que Anaximandre fait des prédictions, un peu ce que votre souhait dans la gravité quantique? Oui. Qu'on sache, Anaximandre n'a fait aucune prédiction vérifiée. Et moi, je dirais, certainement, il y a des aspects de la pensée scientifique qui sont nés avec Anaximandre et son école. Certainement aussi, il y a des aspects essentiels de tout ce qui est devenu la pensée scientifique plus tard qui ne sont pas là encore. Et deux majeurs sont les prédictions et les mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas... et le troisième, c'est les expériences. Alors, les mathématiques vont apparaître plus tard, avec Pythagore, bientôt. Les prédictions vont apparaître quelques siècles plus tard dans la suite de ce pensée. Prenez Ptolémée, c'est capable de faire des prédictions spectaculaires. On ouvre le livre de Ptolémée, on peut calculer aujourd'hui la position de Mars dans le ciel, sur la base de ce qui est écrit sur le livre il y a 2000 ans. Donc, la science grecque a une capacité prédictive étonnante, qui est absolument absente dans n'importe quelle autre civilisation. Cette capacité prédictive est plus tarde, 3e siècle, Hipparque certainement déjà faisait des prédictions, etc. Donc, dans ce sens-là, la pensée de l'école de Milet, Anaximandre, Thalès ou les autres de Milet, Anaximène, Héraclite, n'est pas encore scientifique dans ce sens-là. Alors, moi, j'espère que la science que je fais, c'est un peu plus avancée que celle de l'école de Milet. Donc, je pense que la pensée scientifique a besoin de prédictions parce que c'est ce que nous donne, ce que nous dit, oui, c'est la bonne piste, c'est la mauvaise piste. Et je pense que la physique d'aujourd'hui est faible dans le sens où il a plein d'idées, pas encore même pas des vérifications, mais même pas des prédictions. Donc ça, c'est la grande faiblesse de la physique théorique d'aujourd'hui, des cohortes, d'autres points de vue, et même de la théorie dans laquelle je travaille, la gravité quantique à boucle. Mais il faut arriver là pour avoir un peu plus de confiance dans les théories qu'on fait. Merci infiniment pour cette magistrale démonstration. Savez-vous si nous avons retrouvé des textes écrits personnellement par Anaximandre, des manuscrits, des parchemins, avons-nous retrouvé, authentifié réellement ces textes à lui? Non, il n'y a rien d'écrit par lui. Donc, il n'y a rien de ce temps. Vous savez, toute la pensée grecque, on la connaît d'abord, même les textes originaux que nous avons
sont copies des copies des copies plus tard. Non, nous n'avons pas des choses qui remontent avant le Moyen-Âge, le 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, des choses. Mais nous avons des textes anciens qui sont réputés des copies fidèles par des choses écrites, par exemple, par Aristote, par Ptolémée. On a Ptolémée, on a le livre de Ptolémée entier, on a tous les livres d'Aristote et plein d'autres. Le livre d'Anaximandre est perdu, et donc nous n'avons rien de texte qui soit possible de reconduire directement à lui. Il faut se faire confiance à ce que autres textes anciens que nous avons nous disent de lui, comme les textes que... Donc il y a tout un travail énorme fait par des gens qui ont dédié la vie à faire ça, de prendre... Il y a plein de gens qui font référence à Anaximandre. Dans l'Antiquité, c'était considéré un grand. Plinius, celui qui est réputé les grands scientifiques des Romaines, nous dit Anaximandre, c'est celui qui a ouvert les portes de la nature. Donc ça, c'est l'expression de Plinio qu'il utilise pour Anaximandre. Et évidemment, ce que les anciens disent sur Anaximandre, c'est souvent pas fiable. Donc il faut faire le tri en faisant des comparaisons, en disant lui il dit la même chose que lui, mais peut-être c'est parce qu'ils ont une source commune et cette source, donc c'est pas suffisant. Donc il y a des gens qui ont passé la vie à faire ça et à reconstruire ce qu'il y avait dans le livre. Il y a 4 lignes qui sont citations de lui, qui sont celles-là. Alors moi je ne voulais même pas les montrer parce que les philosophes ont écrit, Heidegger a écrit un livre entier sur ces 4 lignes, et les philosophes ont lu tout et le contraire de tout dans ces 4 lignes. Donc, si je prends 4 lignes d'un livre n'importe quel, je lis 4 lignes et je peux dire que tout le contraire de tout. Mais quand même, ça, ce sont les 4 lignes qui probablement, on a confiance à penser, sont le suit, et ils disent ça, toutes choses ont racines les unes dans les autres, périssent les unes dans les autres, selon la nécessité. Donc là, au moins, par exemple, on peut lire fortement l'idée que les choses ne se passent pas au hasard. Il y a des lois physiques. Il ne sait pas comment sont ces lois, mais il a la confiance que les choses se passent par nécessité. Elles se rendent justice l'une à l'autre et se récompensent pour la justice. Donc cette idée de loi, c'est un peu lié, c'est un peu légaliste, un peu. Conformément à l'ordre du temps. Donc il y a des lois qui disent comment les choses évoluent dans le temps. Donc, si vous voulez, moi, je suis en train d'être anti-Anaximandre, là, parce que j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'il faut chercher les lois. Oui, je me demandais, vous avez parlé de rapport entre la science et la religion. Vous m'avez fait penser à la statue de Giordano Bruno qui orne le Campo dei Fiori et qui tourne son poing rageur vers le Vatican, qui l'a fait brûler en 1600. Heureusement, cette statue a survécu au fascisme. Si vous savez comment elle a survécu, étant donné les rapports que Mussolini entretenait avec la papauté. Très bonne question. Je ne sais pas comment elle a survécu, c'est vrai, je ne sais pas. Elle a survécu, vous savez quand la statue a été faite? Elle a été mise là? Elle a été faite avant le fascisme, évidemment. Enfin, je ne sais pas, mais je sais que le Vatican avait longtemps demandé, la suppression, enfin, de cette statue, et cette statue est restée. Comment je peux dire? Je suis italienne, je ne fais que parler mal de ma patrie, de l'Italie, et toutefois, je pense que c'est une espèce de... L'Italie, c'est proche d'être une espèce d'Iran dominé par l'Église. Je le pense vraiment, des fois, mais peut-être c'est pas si mal. Peut-être il y a quand même une certaine résistance au diktat de l'Église, même dans mon pays. Je ne sais pas, c'est intéressant, merci. Non, ça, on retrouve encore le respect et la révolte, quoi, finalement. Oui, l'Église est compliquée. Hein. C'est-à-dire, si je peux dire quelque chose en défense de l'Église catholique, je veux dire deux choses. Il y a eu un moment où Copernic a été fortement aidé par l'Église. Il y a eu un moment où l'Église a... Et mon livre, ce livre-là, il y a des chapitres plutôt féroces contre l'Église catholique, comme ça, et va être traduit en plusieurs langues, y compris portugais, et publié au Brésil, et c'est publié par les jésuites. Donc la maison d'édition des jésuites brésiliens m'a demandé, et ils ont lu ce livre, ils ont dit c'est très intéressant, il faut le traduire. Donc l'Église est riche et compliquée, il y a tout le contraire de tout. J'ai une question. Oui,
merci pour votre exposé et tout. Un petit point sur le temps. D'après mes lectures, j'ai cru comprendre, mais c'est peut-être idiot ce que je veux dire, que le temps émergerait dans le cadre de la gravitation quantique à boucle d'une structure plus fondamentale qui serait, alors je vous pose la question, le graphe causal des enchaînements des causes, qui serait comme un squelette et que le temps émergerait de cela. Est-ce que c'est complètement idiot ou est-ce que c'est à peu près ça? Non, c'est correct. C'est correct. Sauf que ce graphe n'est pas unique. Concrètement, pour calculer ce qui se passe, il faut sommer sur tous les graphes possibles, comme le somme de Feynman. Donc on ne peut pas penser qu'il y a une seule... à l'intérieur d'un graphe, il y a une structure causale, donc il y a quelque chose de temporel de base. Sauf qu'il n'y en a pas une. Il y en a plein. D'ici, ici, il y en a plein et il faut penser qu'ils sont tous là. Un peu comme la particule, non, de mécanique quantique. Il y a une particule qui, pour aller d'ici, ici, elle va partout, elle passe pour deux trous. D'accord? Donc il y a une somme de Feynman sur tout le chemin. Dans le même sens, l'intuition, c'est qu'il y a tous les possibles temps à sommer. Et donc, dans ce sens-là, le temps devient une notion beaucoup plus faible qu'avant. Oui, merci pour tout ce que vous avez dit. Je reviens à Anaximandre. Il n'y a pas de texte. Il n'y a que des dires et des répétitions, etc. Est-ce que c'est pas en fait une école? Ça me fait penser, vous savez, cette école de mathématiques, du Bourbaki et autres, où en fait les gens ne disaient pas qui c'était, et donc il y a une école. Et est-ce que cette école a un maître? C'est-à-dire que est-ce qu'on retrouve par exemple une origine égyptienne, par exemple, parce qu'il y avait les contacts. Autrement dit, ce courant peut-être être vachement antérieur et donc a été exprimé par Anaximandre et son école. Voilà ma question. On vit dans l'incertitude, dans la science comme dans l'histoire. Donc, je pense qu'on ne peut pas exclure ça complètement. On n'a pas assez de textes directs, on sait qu'il y avait des écoles. L'école de Pythagore, c'est celle plus connue, et on sait aussi que l'école de Pythagore était caractérisée par le secret, donc on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, parce qu'eux-mêmes, ils cherchaient de le cacher comme ça. Donc, je pense qu'on peut penser plusieurs hypothèses, mais moi, je fais confiance aux gens qui passent leur temps à étudier. Moi, je ne suis pas un historien, donc moi, ce que je fais, ce n'est pas été de chercher sur la base des textes qu'on a, de comprendre ce que lui il avait fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est prendre le résultat de ceux qui ont fait, donc cette liste de choses qu'il a dit, si vous voulez, ça je l'ai pris par des gens, comme par exemple, il y a un Allemand qui a passé toute sa vie à chercher à les reconstruire. Alors, contre l'idée, je donne deux réponses. Contre l'idée d'une école plus complexe, il y a d'abord, on sait, c'est plutôt certain qu'il y a un texte, il y a un livre. Donc ce qu'on est en train de parler, peut-être c'est pas Anaximandre, c'est ce qu'il y avait dans ce livre. Et ce livre, Aristote l'avait, il parle de ce livre, il avait dans son Théophraste l'avait, et il écrit, il dit Anaximandre dit, et il avait le livre devant lui, ça c'est plutôt certain. Et probablement à Rome encore existait. On a trouvé en Sicile récemment un papier avec le contenu de la bibliothèque près de Syracuse. Et dans la bibliothèque, il y avait les textes d'Anaximandre. On n'a que le nom et le titre. Donc ce texte existait. Et donc il y avait un livre précis qui était réputé être écrit par Anaximandre. Aussi, on connaît un peu les anciennes par des idées de Thalès, qui sont un peu différents, et par des idées d'Anaximène, qui sont un peu différents. Donc on connaît ce qu'il y avait un peu autour de lui. L'autre question, qui est beaucoup plus intéressante, c'est le rapport avec l'Égypte, qui est une question majeure et magique dans tout ça. Je pense que dans les dernières années, on a appris que les Grecs ont pris de l'Égypte et probablement de Babylonie beaucoup plus de ce qu'on s'attendait avant. Et là, je pense que c'est quelque chose de merveilleux, parce que
il n'y a aucun doute que les Grecs ont pris énormément de l'Égypte. L'architecture grecque qui nous frappe énormément, on voit en Égypte des choses qui sont presque la même chose. Donc ça vient de là, évidemment, ça vient de là. Et l'architecture grecque commence à Milet avec le premier temple, etc. Donc il y a ce passage évident. Mais en même temps, il y a évidemment dans ce passage une rupture très forte, parce qu'on a des textes égyptiennes plus anciennes. Par exemple, on a des mathématiques égyptiennes et des mathématiques grecques plus tard. Il y a une continuité, mais il y a aussi une rupture énorme. Les Égyptiennes font certaines choses et les Grecs, juste après, démontrent des théorèmes. Il n'y a rien de ça. Donc ce saut existe. Il y a un contact, il y a un saut. Et je ne sais pas combien de temps je ne voulais pas utiliser. Il y a un texte que j'adore. Pour moi, ce texte, Hérodote, c'est un texte d'une beauté. Pour moi, c'est un peu la réponse à la réaction entre la Grèce et l'Égypte. C'est Hérodote qui raconte quand Hécatée, avant de lui, c'est quelqu'un du temps d'Anaximandre, va en Égypte. Va en Égypte, arrive à Thèbes, et il raconte son rencontre avec les. Mais je vais vous lire parce que c'est tellement merveilleux. J'ai le temps ou non? Non. Alors je fais juste un résumé très vite. Donc Hérodote raconte que Hécatée, grec, se vante que son arrière-grand-père c'était un dieu, et le prêtre égyptienne lui dit non, ça c'est pas possible parce que viens avec moi. Il l'amène à l'intérieur du temple, il lui fait voir tous les statues des prêtres. Il lui dit regarde, ça c'est avant, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y a 40 générations. Donc, il y a 40 générations d'hommes. S'il y a des dieux, c'est avant que ça. Donc, le monde est beaucoup plus vieux de ce que toi, grec, barbare, que tu ne comprends rien. Hérodote rend la surprise de découvrir que les Grecs, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont compris que le monde était plus complexe de ce qu'ils pensaient. Cette rencontre des civilisations, je pense, c'était probablement crucial. Et donc, ils ont compris que leur vision du monde, c'était à refaire. Mais c'est eux qui ont compris que leur vision du monde, à refaire. Et qu'ils ont recommencé ce jeu de refaire la vision du monde. Ils ont pris tout le savoir grec et babylonien. Ptolémée, encore au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, encore, il utilisait des données astronomiques babyloniennes. Et ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas tous les données de Babylone, parce que certains étaient perdus, parce qu'ils étaient trop anciens. Donc évidemment, les Grecs prennent tout ce savoir accumulé, prennent énormément, et de là, ils reconstruisent quelque chose de nouvel. Alors, combien il y avait déjà, c'est très difficile à... Mais ce que je trouve étonnant, moi, c'est cette espèce de parenthèse laïque, entre guillemets, on pourrait le dire comme ça. Hein. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Parce que même en Grèce, il y avait déjà les mythes, les dieux, et en Égypte encore, et tout d'un coup, il y a... Pourquoi cette pensée se développe à ce moment-là, de cette manière-là, hein, purement laïque, parce qu'on a besoin que d'invoquer les lois naturelles et rien d'autre. Et ça ne dure pas très longtemps, ensuite on revient. Hein. Et après on retourne en arrière, oui, après on abandonne. Il y a une réponse qu'on trouve dans la pensée et dans la littérature, surtout française, que je trouve très, très belle, qui est politique. La structure politique de la Grèce était complètement différente, c'est pas moi non, était complètement différente que la structure politique de tout ce monde-là. Donc ce qui est très particulier en Grèce, c'est que c'est-à-dire, les grandes sociétés anciennes, tous, de la Chine à l'Égypte, à la Mésopotamie, les Incas, sont tous des sociétés hiérarchiques, très structurées, dans lesquelles il y a le grand roi, le palais, et les prêtres autour, qui forment la structure même de la société. Le savoir, c'est dans le palais du roi, d'accord ? Et la religion a une énorme importance dans la structure générale de la société. La Grèce est un monde complètement fragmenté, où c'est jamais formé une société unitaire, et dans chaque ville, il y a des rois qui sont... le pouvoir de ces rois est remis en discussion, et il y a ce processus d'aristocratie, démocratie, tyrannie, il y a tout un monde politique. Et donc les Grecs discutent tout. Le monde grec est un monde qui est basé non pas sur une autorité centrale, mais sur une remise en discussion entre les gens, entre eux, de tout. Et je pense que le fait que Solon, qui a écrit la première constitution démocratique d'Athènes, est contemporaine d'Anaximandre.
Et ça ne peut pas être une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ensemble. C'est-à-dire c'est un peuple dans lequel le pouvoir était partagé, il n'était pas centralisé. Mais c'est pas ça, probablement c'était la même chose à ce temps-là dans les Gaulois, probablement, ou dans les Germains. Ce qui caractérise la Grèce, c'est qu'il y a cette structure fragmentée du pouvoir, mais qu'ils vont en Égypte. Et qu'ils ont l'accès aux grands savoirs anciens. Ils ont accès à tous les données de Babylonie, ils ont accès à la mathématique babylonienne. Donc, ce mélange d'une ancienne savoir accumulée depuis 2000 ans, l'écriture qui est là depuis toujours, il n'y avait pas d'écriture en Europe à ce temps-là. À Paris, on n'écrivait pas. Donc tout ce qu'il faisait restait. Personne ne pouvait écrire un livre sur lequel le savoir pouvait continuer. Et l'écriture vient bien sûr de l'Égypte et de la Mésopotamie, donc des anciennes sociétés du savoir accumulé. Donc le mélange entre cette grande quantité de savoir accumulé et un peuple qui a une approche complètement non centralisée, une approche au pouvoir où on discute pour se convaincre, et la connaissance devienne, non pas la connaissance accumulée, mais une connaissance où on discute pour... Ça, c'est une explication possible, je ne sais pas si c'est une bonne explication. Non, je pense qu'on va méditer sur cette explication que je trouve très, très intéressante et qui a été reprise et discutée, mais je pense qu'elle a toute sa valeur. Je vous remercie encore une fois, Carlo. Vous trouverez l'ouvrage de Carlo Rovelli en vente dans le hall. Son éditeur a bien voulu nous faire le plaisir d'apporter cet ouvrage que vous pouvez vous procurer et qui peut être dédicacé par notre conférencier. Voilà, merci et donc rendez-vous le mois prochain.